Bonjour à tous d'abord. Pendant que le PowerPoint s'installe, mais ce sera assez bref, je vais dire quelques mots de mon parcours qui peut-être va éclairer le point de vue que je peux avoir sur ces questions. Effectivement, je suis pneumologue, allergologue, et puis j'ai fait en parallèle une formation en santé publique et en épidémiologie en France et puis à l'étranger. Et alors, assez naturellement, je me suis orienté vers l'étude des risques environnementaux centrés sur les maladies respiratoires. Et alors, j'ai été nommé chef de service à l'hôpital Nord. Alors, pour certains, ça évoquera quelque chose. C'est vraiment le cœur des quartiers nord de la ville de Marseille. Et en 1995 et puis en 2001, j'ai créé une association qui s'appelle Conseil Habitat Santé, qui, comme son nom l'indique, consiste à envoyer sur place dans les logements des patients que l'on voit en consultation pour troubles respiratoires quand on présume que leurs conditions de logement sont en relation avec leur maladie respiratoire. Et alors très rapidement dans cette activité, j'ai pu voir que les conseils donnés traditionnellement aux allergiques aux acariens, c'est-à-dire mettre une housse anti-acarien, ventiler, enlever les ramasses-poussières, étaient tout à fait dérisoires, parce que dans la majorité de ces logements, on se trouve en face d'un bâtiment qui a des défauts, parfois importants. Et de ce fait, on voit bien que le seul constat, même assorti de conseils, probablement très peu efficace. D'ailleurs, il y a une étude nationale importante, un PHRC, qui se déroule depuis plus de 2 ans maintenant, en France, dans près de 15 centres hospitalo-universitaires, pour faire le bilan de l'intérêt médico-économique de cette activité. Cette activité qui est très, très one-shot. On passe dans un logement, au mieux on y retourne 6 mois après, mais enfin il n'y a pas vraiment de suivi, donc on peut douter que cette intervention soit très efficace. Enfin, en tout cas, c'est le but de cette étude, de montrer finalement si cette activité pourrait être rentable, puisque la partie économique est très développée dans cette étude qui est encore en cours. Et si c'était le cas, l'idéal serait de faire prendre en charge le coût de la visite par la sécurité sociale. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ces associations fonctionnent assez difficilement sur des subventions publiques. Et on voit bien que le particulier, sauf cas particulier, c'est le cas de le dire, n'est pas prêt à prendre en charge ces visites qui ont un coût moyenné de l'ordre de 200 €. Et alors, pour revenir à la démarche, on voit bien que dans la majorité des cas, en tout cas, quand il y a une anomalie du bâtiment, il faut que le constat soit suivi ensuite d'un avis d'un spécialiste du bâtiment pour savoir où réside le défaut et puis qu'est-ce qu'il faut prévoir pour le réparer, combien ça va coûter, à quelles aides le propriétaire va pouvoir prétendre. Donc c'est toute une chaîne d'intervenants qui, à mon sens, qu'il faut mettre en place. Alors il y a d'ailleurs quelques expériences internationales publiées qui montrent une efficacité certaine le principe c'est de coupler le diagnostic et le traitement, puisque je suis médecin, et ce n'est pas du tout ce qui se fait aujourd'hui. Donc il y a une expérience en Écosse et une autre en Suède où les tarifs de rénovation dans les deux études sont très différentes. La première, c'est plutôt un toilettage, et puis dans l'autre étude suédoise, on s'intéresse vraiment à l'amélioration du bâti avec des effets sur la santé. Alors, ce n'est pas sur la santé de la population générale. Nous, on s'intéresse essentiellement aux asthmatiques, pas pour rien, parce que, premièrement, c'est la première en fréquence des maladies chroniques chez l'enfant et chez l'adulte jeune. Et puis, par définition, c'est une pathologie où les bronches sont hypersensibles vis-à-vis de différents stimuli, notamment les allergènes, mais aussi
toute une foule de produits chimiques qui sont produits par les acariens, mais surtout par les moisissures. Voilà, alors moi, mon point de vue, le point de vue du médecin dans cette histoire est assez... Le médecin est assez frustré. Il est complètement impuissant devant cette situation, et même au niveau du diagnostic. Parce que l'allergologue s'appuie sur des tests qu'on fait sur la peau, ou éventuellement on recherche des anticorps vis-à-vis d'acariens, etc., dans le sang, mais il s'avère que dans le cadre de l'habitat insalubre, ce sont les moisissures essentiellement qui nous intéressent, et les moisissures interviennent le plus souvent par un mécanisme justement qui n'est pas allergique, qui est un mécanisme irritatif. Ce sont, comme je le disais il y a un instant, les produits métaboliques des moisissures, ou les produits de la cellule elle-même, de la cellule fungique qui se dégrade et qui ont des vertus pro-inflammatoires. Donc il n'y a pas d'outil diagnostique dans la majorité des cas, sans parler du fait que l'agence nationale du médicament, enfin la précédente qui s'appelait la FSAPS, a supprimé la majorité des autorisations pour les tests cutanés vis-à-vis des extraits de moisissures. Donc on est extrêmement dépourvu. Et puis il n'y a pas de médicaments non plus, parce que comme ce n'est pas un mécanisme allergique, évidemment les anti-allergiques ne sont pas spécialement efficaces. Et le seul remède, si on peut dire, comme dans d'autres maladies respiratoires, c'est l'éviction, c'est-à-dire l'évitement, ne plus être en contact. Et là, le praticien est complètement désemparé dans ce contexte. Et c'est là que des structures comme celle que j'ai créée en région PACA ou d'autres en France peuvent l'aider, enfin, jusqu'à un certain point, peuvent l'aider en faisant un constat. Mais comme je disais il y a quelques minutes, il y a un grand fossé entre le constat et la réparation des défauts du bâtiment. Chaque ville a son centre-ville ancien avec des habitats dégradés. Ça, je crois que ce n'est pas une spécificité. Mais quand même, la particularité de la ville de Marseille, c'est la présence de ces grandes copropriétés dégradées qui ont été bâties au cours des années 70, et avec des bâtiments qui ne sont pas de bonne qualité, notamment qui sont mal isolés. Voilà, donc ça, c'est la cité Corot. Et récemment, le rapport de Christian Nicole a attiré l'attention sur ce point particulier, puisqu'il a estimé que 100 000 habitants dans 40 000 logements étaient hébergés dans des copropriétés insalubres, donc centre ancien, on l'a dit, mais surtout quartier nord. Alors ça c'est un rappel pour dire que l'enquête logement de l'INSEE, qui est répétée tous les 5 à 6 ans, met le doigt sur ce problème particulier. Alors là, il s'agit de l'enquête INSEE 2002. C'est intéressant de le rappeler historiquement, parce que c'est la première fois que le questionnaire de l'INSEE avait une question justement sur les signes d'humidité dans le logement. Et puis cette question a été reprise. Et là, c'est environ 23% des logements. Alors c'est 40 000 logements quand même, c'est pas rien, tirés au sort sur le parc national. Donc c'est une enquête représentative. Et dans les enquêtes ultérieures, la dernière a eu lieu en 2013, on a le même schéma, c'est-à-dire que l'excès d'humidité est de loin, dans le parc des logements français, le défaut le plus fréquent du logement. Puis alors, plus modestement, dans l'association que j'ai créée, Conseil Habitat Santé, on fait aussi des relevés. Là, c'était en 2008, dans la revue des maladies respiratoires, auprès de 650 logements qu'on avait visités. Alors la grande différence, évidemment, avec le diapo précédente, c'est que là, il ne s'agit pas d'un échantillon aléatoire. Il s'agit de personnes qu'on a vues en consultation pour des problèmes respiratoires. Et donc, on peut imaginer que la fréquence des anomalies est encore plus forte. Et alors, on voit sur ce tableau que dans les 3 quarts des cas, effectivement, on a vu des moisissures qu'on a identifiées par des analyses microbiologiques. Et puis, un peu plus d'une fois sur deux, des allergènes acariens aussi, grâce à un test.
Et d'ailleurs, il y a une très forte association entre les deux, ce qui est logique, puisque finalement l'aliment commun des deux micro-organismes, c'est l'excès d'humidité. Ensuite, composés organiques volatiles, bon, ça c'est la pollution chimique, qui est un problème assez différent. Et puis, alors, la deuxième partie de la diapositive est là pour dire que notre association s'intéresse essentiellement aux risques respiratoires, bien sûr, puisque ça intéresse des patients qu'on a recrutés en consultation pour cette raison, mais qu'on profite de la visite, on profite de la présence d'un enquêteur spécialement formé, justement par le diplôme universitaire, pour servir de relais, même si on ne peut pas se déclarer spécialiste en tout, mais enfin, en tout cas, servir de relais pour d'autres risques que vous voyez listés qui n'ont rien à voir avec les risques respiratoires. Alors oui, ça, c'est une diapositive assez lourde et illisible justement, et c'est bien le but d'ailleurs, c'est pour dire que dans la poussière de maison, vous voyez le très grand nombre de composés différents qui sont sur la gauche, là en bleu. Il y a des allergènes, mais enfin aussi il y a bien d'autres aérocontaminants, c'est ce qui fait la difficulté de la question. D'ailleurs, la question n'est pas nouvelle, mais dans les années 80 et 90, au plan académique, on s'est vraiment focalisé sur les acariens à poussière de maison. D'ailleurs, il y avait un éditorial il y a quelques mois sur cette question de la pluralité des aérocontaminants en langue anglaise et qui disait The golden age of house dust mite is over. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire. Et probablement, si on refaisait toutes les études qu'on a publiées, j'en ai fait quelques-unes, sur le rôle des acariens de la poussière de maison, on serait peut-être surpris que les résultats soient assez différents parce qu'il faudrait faire des ajustements, prendre en compte les autres aérocontaminants. Et ça serait très difficile finalement puisque les deux se développent dans un milieu avec excès d'humidité. Donc pour schématiser un peu la question d'aujourd'hui, c'est l'excès d'humidité dans beaucoup de logements qui vient d'un déséquilibre entre l'augmentation de la production de vapeur d'eau dans le logement et la diminution de l'extraction vers l'extérieur de cette vapeur d'eau. Donc la vapeur de l'eau, on en consomme beaucoup, on estime, il y a quelques années, le chiffre a probablement augmenté, moi j'ai ce chiffre de 150 litres par personne et par jour. Aux États-Unis, c'est 250 litres par personne et par jour. Donc ce sont des activités évidemment de bain, de douche, de séchage de linge qui produisent cette vapeur d'eau. Et puis en parallèle, depuis 1979, le premier choc pétrolier, et jusqu'au Grenelle de l'environnement en 2007, toutes les mesures d'économie d'énergie ont prôné une étanchéification des logements avec une diminution du taux de renouvellement, ce qui est ennuyeux pour les polluants chimiques et les polluants microbiologiques, mais aussi pour le fait qu'on n'évacue pas à l'extérieur l'excès de vapeur d'eau qui est produite. Et alors on voit en bas toutes les conséquences de la présence d'un excès d'humidité, prolifération des acariens, des cafards, on l'a déjà dit, des bactéries dont le rôle d'ailleurs, l'impact sur la santé n'est pas très connu aujourd'hui, des moisissures surtout, également de la pollution chimique, ça, c'est un peu bizarre, mais c'est le cas, parce qu'un meuble comme cela, par exemple, des meubles encollés, en agglomérés, qui se trouvent dans une atmosphère humide, dégorge plus facilement le formaldéhyde qui le renferme. Et puis sur la droite, alors là c'est un peu indirect, c'est que quand le logement est humide, la peinture des murs se décroûte et dans les logements anciens, la peinture au plomb plus ancienne affleure et c'est à ce moment-là que les enfants peuvent par contact se lécher les doigts et être plombés, donc c'est le saturnisme. Voilà, alors je vous imposerai qu'une diapositive en ce qui concerne les conséquences sur la santé, parce qu'il y a eu beaucoup de recherches de nature épidémiologique, et là je crois qu'il faut insister sur ce fait aussi, c'est que cliniquement, en face d'un patient, il est impossible de dire que son état de santé est dégradé parce qu'il vit dans un logement avec des moisissures. D'ailleurs, d'une autre casquette, je suis expert auprès du tribunal et j'ai des dossiers comme ça à juger, c'est extrêmement difficile. Parce que ce sont des symptômes qui ne sont pas spécifiques, il n'y a pas de test pour le prouver.
Et donc c'est l'épidémiologie, c'est l'observation des groupes de population, surtout des enfants. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'études faites chez adultes, mais il y en a davantage chez l'enfant. À propos de symptômes qui sont sur la partie gauche de la figure, symptômes ORL, c'est-à-dire nez, gorge, oreille, la toux, les sifflements dans la poitrine, et puis des maladies comme l'asthme. Et on a sur la colonne de droite les risques relatifs, et puis leur intervalle de confiance qui est entre parenthèses. Donc ces risques relatifs sont tous supérieurs à 1, ils sont tous significatifs, sauf le dernier. Donc ces études ont donné lieu à des méta-analyses, c'est-à-dire qu'on a regroupé un très grand nombre d'études et finalement à des recommandations par des institutions. Alors voilà, sur cette plaque, j'ai repris des rapports avec des recommandations. IOM, c'est l'Institute of Medicine, National Academies, donc c'est l'Académie américaine, ou l'OMS, donc vous connaissez tous, et l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité environnementale, qui a publié tout récemment, au mois de juin 2016, un rapport, et voilà les associations qui sont considérées comme quasiment causales, très significatives en tout cas, entre le fait d'habiter un logement qui comporte des moisissures et certains symptômes bronchiques, comme la toux et les sifflements. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que l'ANSES a reconnu que le fait de vivre dans un logement pouvait créer de l'asthme de novo chez un enfant qui n'en avait pas. Et puis, incontestablement, sur la ligne d'au-dessous, c'est aussi ces conditions d'habitation explique une recrudescence de l'asthme, ce qu'on appelle les exacerbations chez une personne qui est déjà asthmatique. Mais enfin, ça, c'était reconnu depuis longtemps. Donc le point nouveau de ces recommandations de l'ANSES, c'est vraiment le caractère causal dans la survenue de l'asthme chez des enfants qui n'en avaient pas jusqu'alors. Voilà, alors que faire très schématiquement ensuite? Bon, évidemment, essayer de diminuer la production de vapeur d'eau, augmenter la ventilation. Bon, et là, c'est un gros problème, hein. C'est facile de le dire comme ça, mais ce n'est pas la réglementation qui date déjà de nombreuses années d'obligation d'installer une ventilation mécanique contrôlée dans les nouveaux logements qui a résolu la question, puisque un autre rapport de l'ANSES, il y a 4 ou 5 ans, a montré que finalement les logements qui sont pourvus de ventilation mécanique contrôlée n'ont pas une ventilation, un taux de renouvellement de l'air plus important, plus satisfaisant que les logements qui n'en ont pas. Donc on voit bien encore une fois que le maillon faible, c'est l'humain, c'est parce que l'installation est mal montée et puis qu'ensuite elle est mal entretenue, les filtres ne sont pas changés. La ventilation mécanique contrôlée est arrêtée pendant la nuit parce que ça fait un peu de bruit ou parce que ça consomme de l'électricité. Enfin, au final, cette belle installation n'est pas aussi efficace qu'on pourrait le penser. Et puis alors en bas de la figure, justement, j'ai mis le pont thermique et d'une façon générale les défauts du logement qui augmentent l'humidité ambiante. Et c'est un problème majeur, parce que quand on voit ces grandes barres des quartiers nord de Marseille, on voit bien que la façade au nord est plus froide et que la vapeur d'eau va se condenser sur cette façade au nord et va produire des moisissures. Alors d'autant plus que c'est un point aggravant, vous en avez parlé à la séance précédente, mais ces logements ont souvent été équipés d'un chauffage électrique très coûteux. Et donc les personnes installent des bras zéro dans ces appartements qui produisent beaucoup de vapeur d'eau. Donc il y a une espèce de cercle infernal avec tout ça. Voilà, alors ça c'est une diapositive qui reprend des recommandations qui ont été dictées tout récemment, enfin pour la plupart tout récemment, par des grands organismes que vous ne connaissez pas, mais qui sont dans le milieu pneumologique, allergologique, des experts internationaux, notamment sur le sujet dont on parle aujourd'hui, et qui disent tous la même chose.
C'est-à-dire que les recommandations qu'on pouvait faire aux patients, les recommandations traditionnelles d'éviction des acariens, sont vraiment dépassées. Alors ils disent tous que ça ne sert à rien. Même si on met en œuvre à la fois des recommandations d'ordre physique, d'ordre chimique dans le logement, c'est-à-dire des acaricides, ventilation, housse anti-acarien, tout ça, n'a pas fait la preuve de son efficacité, et tous parlent, on retrouve sur les 2 dernières en tout cas, vous retrouvez multifacette, stratégie, multiple intervention. Donc tout ça fait référence à la chaîne dont on parlait. Voilà, alors maintenant il y a un autre point que je n'ai pas abordé jusqu'à maintenant, mais je peux faire court là-dessus. C'est un point tout à fait différent, c'est la réhabilitation. Donc c'est la réhabilitation du parc ancien. Et en 2 mots, on peut dire que c'est un sujet un peu frustrant. Alors c'est un sujet académique, moi je l'ai connu comme sujet académique, pas sur le terrain. Mais comme sujet académique, on a des publications dans la littérature avec des études extrêmement bien structurées, des études qui concernent des milliers de logements, dans lesquels il y a un groupe intervention, puis un groupe contrôle, dans lequel, au moins à court terme, on ne fait rien, et puis on va suivre l'évolution de ces 2 groupes. Et la plupart du temps, on constate pas grand-chose d'intéressant au plan santé. Et les auteurs s'étonnent plutôt de voir qu'il n'y a pas d'effet néfaste de la réhabilitation, mais en tout cas, le bénéfice sur la santé est très, très limité. On a vraiment l'impression que la réhabilitation est faite dans un but de confort ou dans un but esthétique. Et alors, ce qui est en face de ce constat décevant, il y a pourtant des études très positives. Alors, bon, bien sûr, ce sont des études un peu particulières. Owen Chapman, c'est une dame qui travaille en Nouvelle-Zélande, et elle s'est occupée de la réhabilitation des habitats très dégradés de Maoris, et notamment chez des familles qui comportent des asthmatiques. Et alors on voit qu'avec une intervention sur l'isolation, avec un gain moyen de température qui reste très limité, puisque c'est un demi-degré en moyenne, et un abaissement de l'humidité relative qui est très léger, on a des effets sur la qualité de vie et sur la prise, sur le contrôle de l'asthme, qui sont au moins aussi importants que ceux d'un traitement anti-asthmatique. Voilà. Et alors une autre étude, mais je m'arrêterai là pour les études. Celle-là, c'est une étude anglaise, mais alors, encore une fois, ciblée sur les enfants asthmatiques, où on est intervenu sur la ventilation, et puis parfois sur le chauffage, mais enfin essentiellement sur la ventilation mécanique contrôlée, avec aussi un effet positif à la fois sur la qualité de vie et sur l'absentéisme scolaire, qui est quand même un très bon indicateur, puisque l'asthme est la première cause d'absentéisme scolaire. Voilà, donc une réalité de terrain décevante. Et alors, moi, j'ai été auteur d'une sorte de rapport pour l'Académie de médecine qui a été publié en 2014 dans le bulletin de l'Académie nationale de médecine. Et parmi les propositions, il y avait celle-là, c'est pas facile à faire, hein, c'est la discrimination positive dans ce domaine-là, de cibler la réhabilitation sur des habitats plus dégradés et avec des enfants malades. Bon, il y a une liaison entre les deux d'ailleurs, hein, puisque, vous l'avez bien compris, le fait d'habiter un logement insalubre entraîne une augmentation de la fréquence de l'asthme. Et puis il y a aussi, d'une façon plus générale, le fait de prendre en compte l'objectif santé à toutes les étapes de la vie d'un bâtiment, c'est-à-dire à sa conception, à sa réalisation, à son entretien, et à l'extrême au contrôle policier, puisque quand l'habitat est dégradé, bien sûr, l'occupant peut faire appel aux services sanitaires de l'Agence régionale de la santé ou des services communaux d'hygiène et de santé. Voilà, mais j'arrêterai là ma présentation.